Bonsoir à toutes et à tous, c'est le nez comblé de joie que je vous retrouve à la présentation des experts basket avec Ali Traoré. Bonsoir Ali. Bonsoir. Beaucoup de choses à débriefer, évidemment, on va parler Euroleague et cette élimination en quart de finale. On passe au débrief. Élimination en quart de finale, élimination précoce pour la Rocket Team. Quel est votre avis, Ali ? Déception, parce que pour moi, il leur a manqué un peu de QI basket sur le banc et sur le terrain pour que cette série soit pliée en 4 matchs. Pour moi, Monaco avait beaucoup d'occasions de tuer la série et d'aller au Final Four pour la deuxième fois consécutive, mais malheureusement, elle a laissé trop d'occasions à cette équipe de Fenerbahçe qui est bien trop contente. On a profité pour rafler la mise à Monaco. Alors il y a 2 semaines, lors de la précédente édition des experts, il y avait un partout à la fin des 2 matchs à domicile ici à Monaco. Monaco a perdu le 3e match et puis, dos au mur, a réussi quelque chose d'héroïque finalement, aller gagner ce match 4, un match haut en intensité. Oui, c'était un match, vous l'avez dit, héroïque totalement, parce que j'avais dit que s'il y avait une défaite au match 3, c'était vraiment très improbable que Fenerbahçe laisse passer le Final Four. Ça a été le cas parce que Monaco a sorti enfin un match comme je le voulais, un match défensif face à une équipe de Fenerbahçe qui est absolument intouchable à domicile. On le sait, ils marquent à peu près 93 points par match, alors que sur ce match-là, ils en ont marqué que 62, à domicile j'entends. Monaco a défendu très bien. Moi j'attendais beaucoup du duo Mike James et Okobo défensivement, parce que jusque-là ils étaient vraiment, alors je ne vais pas mâcher mes mots, ils étaient totalement à la rue, mais Fenerbahçe vraiment exploité leur faiblesse défensive. Donc ils ont fait le taf. C'était pas un match magnifique, c'était un match combatif. Et Monaco a fait ce qu'il fallait pour revenir sur le rocher avec une victoire. Pas un match magnifique, mais à l'extérieur, dans une ambiance comme ça, il faut savoir jouer sale, entre guillemets, ne pas être beau et juste pour pouvoir gagner, rentrer à la maison, jouer un match décisif. C'est ce qu'ils ont fait. Il faut savoir gagner moche. Après, il y a eu des partis pris tactiques qui ont été pris par Sacha Obradovic qui ont été payants. La sortie du frigo de Yacouba Ouattara, qui a fait un match absolument exceptionnel, défensivement sur Nick Calates, c'est le seul qui a réussi à arrêter Nick Calates, parce que il était assez grand et costaud pour le tenir. L'apport de Dante Hall, qui a été super aussi, très important, même j'ai été par séquence. Et donc franchement ce match-là, c'était un match référence, et pour moi, il suffisait juste de répliquer celui-là à la maison pour passer, mais bon. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu, effectivement. Un acte héroïque à Istanbul en vain, finalement, puisqu'il y a eu cette défaite lors du match 5. Une défaite et même une victoire historique pour Fenerbahçe, puisque c'est devenu la première équipe à gagner un match 5 à l'extérieur. Olympiakos les a imités par la suite au Palau Blaugrana face à Barcelone. Une défaite en prolongation d'1 point, alors qu'il y avait quand même 2 balles de match pour la Rocket Team. C'est le scénario, finalement, qui est assez rageant. Bien sûr, de toute façon, à force d'en parler, la stat, fallait bien qu'elle saute. Malheureusement, ça a été à Monaco. J'avais prédit que ce soit Olympiakos qui bat Barcelone, et malheureusement, Monaco a suivi le pas. Défaite très rageante, parce que pour moi, encore une fois, la série devait être pliée en 4 matchs. Ça n'a pas été le cas. Il y a des moments décisifs dans le match où il suffisait juste de poser la balle, mettre le ballon sous l'aisselle et laisser passer le temps. Finalement, il y a eu des choix très discutables de tout le monde. Il n'y a pas que, forcément, on va parler d'Eli Okobo, mais c'est pas le cas. Mike James aussi a pris des chutes très compliqués, Jordan Lloyd aussi. Mais il leur a manqué beaucoup de QI basket, et il leur a aussi manqué d'ajustement aussi de la part du banc. Donc c'est pour ça que je suis assez enragé de cette défaite, parce qu'il y avait totalement la place pour passer. C'est assez curieux, justement, avec de tels joueurs, avec d'un très haut niveau, d'une telle expérience, de ne pas avoir cette présence d'esprit, de calmer le jeu et de finalement jouer un match à leur rythme. C'est quand même assez inexplicable en un sens que de voir autant de précipitations, autant de mauvais choix dans des moments clutch d'un match. Ouais, surtout que j'ai dit pendant toute la série, ça manquait beaucoup de jeux rapides en transition. Après, ça venait du rebond. Fenerbahçe a dominé au rebond. En première mi-temps, pas trop, parce qu'il mettait des shoots, mais en deuxième mi-temps, quand il ratait les shoots, il prenait les rebonds. Et Monaco courait pas assez en contre-attaque, à mon sens. Mais par contre, sur le jeu placé, c'est là que Monaco se précipitait. Donc il faut aussi saluer le travail défensif de Fenerbahçe, qui a su vraiment museler Mike James, qui a su le faire travailler en défense, qui a su le faire travailler en attaque pour avoir le ballon. Et après, j'ai envie de dire, à la fin du match, les joueurs étaient cuits, quoi. On a rejoué à 7.
à 7 joueurs, et bien à la fin, les joueurs étaient cuits et aussi ça aide à ne pas prendre les bonnes décisions. C'était une série donc en 5 matchs avec 2 prolongations et surtout un écart moyen entre les deux équipes de 5 points sur 5 matchs. Bien sûr. C'est dire à quel point c'était serré. Ouais, pour moi, les deux équipes étaient du même niveau. Et ce qui a fait la différence, c'est le QI basket. Sarunas Jasikevičius, pour moi, a pris le dessus sur Sacha Obradović. Et les arrières de Fenerbahçe, pour moi, ont plus de sang-froid et plus de QI basket que nos arrières. Quand Wilbekin, Calates, ils ont su faire le taf au bon moment. Wilbekin en mettant des shoots très durs et Calates en contrôlant le tempo et en mettant des shoots ouverts au moment où il fallait. Si on voit les déclaration d'après-match, on voit notamment déjà Nigel Hayes-Davis qui a dit de Monaco que leur seul plan de jeu, c'était finalement de jouer très physique et même plutôt sale. Est-ce que Monsieur 50 points a complètement tort ou pas? Il a totalement tort. J'avoue, je ne comprends pas sa sortie. T'as gagné, sois content et ferme-la, quoi. Voilà. Avec tout le respect qu'on lui doit, évidemment. Tout à fait. Et puis de l'autre côté, du côté de Monaco, il y a Obradović qui a parlé de loterie sur les matchs 5 et Moti Younas qui lui a parlé de karma par rapport à toutes les fois où Monaco a peut-être pris un peu à la légère certaines équipes et a manqué de constance, de sérieux dans beaucoup de matchs cette saison. Finalement, quand on voit un petit peu toutes ces sorties, est-ce que ce qui a fait la différence n'est pas le niveau de jeu mais plutôt l'état d'esprit? Ouais, peut-être, ouais, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord du tout avec ces deux personnes. Parler de choses ésotériques dans ces matchs-là, alors qu'encore une fois, Monaco avait plein de chances de plier ça. Le match 1, t'as un cerveau, jamais tu le perds celui-là. Je suis désolé, quand t'as plus 8, il reste 4 minutes, normalement tu le perds pas. Le match 5, pareil, t'as deux occasions de gagner le match. Donc pour moi, il y a eu des vraies faillites tactiques. Plutôt que de parler de karma ou de je ne sais quoi. Ou de loterie. Ou de loterie, voilà. Non, ça, c'est pas la loterie, c'est des faillites tactiques. C'est la première fois en 4 ans depuis le sacre en Eurocup que Monaco ne progresse pas. Il y a eu ces sacres en Eurocup, les playoffs, le Final Four, et là finalement, arrêt aux portes du Final Four. Est-ce qu'on doit y voir le signe d'un changement? Est-ce que c'est le moment de changer quelque chose dans cette équipe et qu'est-ce que vous changeriez? Il y a eu un bon cycle de 3 ans, vraiment intéressant, il faut le dire. Monaco a quand même fait un truc de fou sur ses 3 premières saisons d'Euroleague, en progression constamment, comme vous l'avez dit. Là, ça s'arrête. Je m'attendais à ce que ça s'arrête un peu plus tard, dans 1 ou 2 ans, mais maintenant, ce cycle, pour moi, on arrive clairement dans une fin de cycle. Il faut aussi rappeler l'ascension fulgurante de Monaco, vainqueur de l'Eurocup, ensuite Playoff, ensuite Final Four. C'est dans l'ordre des choses, même si j'aurais préféré que ça arrive un peu plus tard. Pour moi, on est sur la fin d'un cycle, donc pour moi, il y a des changements, il y a clairement des changements à faire et pour repartir sur un nouveau cycle. On entend beaucoup de rumeurs, et notamment sur un changement d'entraîneur. On entend les noms des Espagnols, notamment Sergio Scariolo et Xavi Pascual. On a également entendu le nom de Dimitris Itoudis. Est-ce que pour vous, il faut changer la tête pensante de l'équipe? Alors autant j'ai beaucoup défendu Sacha Obradović, notamment la saison dernière, où pour moi c'était absolument injustifié de vouloir sa tête, alors que c'était l'une des plus grandes saisons effectuées par un club du championnat de France de toute l'histoire du basket. On le rappelle, avec la Coupe de France, avec le championnat de France, et le Final Four. Mais autant cette saison, il n'y a pas de Coupe de France, il n'y a pas de Leaders Cup, il n'y a pas de Final Four. Et surtout, avec une gestion vraiment discutable, une gestion de l'effectif vraiment très très discutable. Donc personnellement, je ne serais pas opposé à un changement d'entraîneur, clairement. On va parler justement de l'effectif avec le point d'Ali. Parlons ensemble, Ali, du recrutement de cet été de la Roca Team. J'ai un chiffre pour vous, 3,7%. C'est la part de temps de jeu des recrues sur ce quart de finale de play-off. Donc un temps de jeu réparti entre Peter Corneli et Mame Diaye seulement, puisque Kemba Walker était hors rythme et Terry Tarpey est blessé. À titre de comparaison, Mike James a plus joué sur le match 1 que l'ensemble des recrues sur les 5 matchs. Bon, déjà, ne me lancez pas sur le fait que Mike James a beaucoup trop joué cette saison, notamment. C'est aussi un fait. Voilà, c'est aussi un fait. Mais fiasco, voilà, tout simplement. Le recrutement, un total fiasco, parce que c'est des joueurs qui étaient censés apporter à Monaco et leur faire passer un cap par rapport à la saison dernière. Donc la saison dernière, c'était demi-finale, arrivé à la finale. Ça n'a pas été du tout le cas. Sacha Obradović a préféré ne pas se servir de ces joueurs-là.
Donc franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Mais au-delà de ça, il y a aussi vraiment la rotation de Sascha Obradović qui est compliquée. Parce que même au-delà de ces joueurs-là, des joueurs comme Yakuba Ouattara, qui a été pour moi, aurait été un game changer sur cette série, a été très peu utilisé. Le match 1, il n'est même pas dans la rotation. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter. On pourrait même faire un comparatif avec Tariq Biberović, l'homme du match de ce match 5 du côté du Fenerbahçe. Oui. On sait que Yakuba Ouattara a les mêmes qualités, si ce n'est encore plus physique sur la défense. Ouais, surtout que Biberović, il a fait 2 matchs cataclysmiques. Il était à moins 7 d'éval sur les 2 premiers matchs. Mais son coach l'a relancé, et finalement, il a été un facteur X. On va me lancer pas sur le cas Kemba Walker aussi, qui a été... Non, vraiment, c'était un fiasco. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'avec plus de rotation, tu dis que les joueurs seraient peut-être un peu plus frais. J'ai toujours cette image en tête du hook main droite raté de Donatas Motiejunas, parce que le mec, il s'est arraché, il a tout donné, il est cuit, il est cramé. Eh ben, t'as Dante Hall sur le banc, voilà, c'est un autre joueur qui était dans la rotation et qui a pratiquement pas joué, qui a été hyper important au match 4, tu fais pratiquement pas jouer au match 5. Alors, je suis désolé, je suis révolté. Finalement, quand on voit ces recrues, c'est à se demander qui les a amenés au club. Parce que c'est des profils dont Monaco avait besoin, des joueurs avec énormément de qualité, et on a presque l'impression que Sascha Obradović, en ne les utilisant pas, envoie un message en disant c'est pas forcément les joueurs que je voulais. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème de management dans l'équipe ? Ouais, ça c'est un autre problème. C'est le sempiternel problème des grands clubs, c'est qu'il y a les général managers, les directeurs sportifs qui veulent certains joueurs, et il y a le coach qui n'en veulent pas forcément, et du coup ça fait des conflits internes, et il y a des joueurs qui sont pris là-dedans et qui sont benchés. Moi je peux vous garantir que Sascha Obradović ne voulait pas Kemba Walker. Quand tu as déjà Okobo, Lloyd et Mike James, pourquoi tu vas rajouter Kemba Walker là-dedans ? Et j'en passe des meilleurs. Donc clairement il y avait une volonté du management qui voulait certains joueurs, le coach ne voulait pas. Il a préféré vivre et mourir avec ses idées. Là pour moi il est mort avec ses idées, maintenant il faudra en assumer les conséquences. Mort, peut-être pas complètement, il y a encore le championnat de France à jouer avec cette question, la Rocket Team peut-elle faire une saison blanche ? Pour moi, elle se dirige vers une saison blanche. J'espère me tromper, mais le problème avec cette équipe, c'est que c'est pas vraiment une équipe, c'était un ramassis d'ego. Qui, la saison dernière, ça a bien fonctionné parce que il y a eu une vraie émulation par rapport aux égos, mais cette année, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et par exemple, s'ils tombent s'ils arrivent en finale contre une équipe comme Paris, qui pour le coup est une vraie équipe, là pour le coup... une vraie équipe qui a gagné des choses, plein de confiance. Moins de talent, clairement, Monaco est beaucoup plus talentueux, mais collectivement, Paris c'est beaucoup plus fort. Par exemple, moi je ne vois pas Monaco battre Paris en finale, par exemple, une chose comme ça. Donc Monaco peut repartir avec un trophée, mais je ne vais pas vous mentir, vu comment je vois l'équipe, j'y crois pas trop. Alors on fait un tour de ces playoffs de Betclic Elite. On a Monaco, le Portel. Tout à fait, ça devrait être une formalité. Ça devrait le faire pour Monaco qui a terminé premier de la saison régulière, on le rappelle. 29 victoires et 5 défaites devant Paris avec 27 victoires et 7 défaites. On a Paris face à Cholet. Tout à fait. Villeurbanne face à Saint-Quentin et puis Bourg-en-Bresse face à Nanterre. Si Monaco passe face au Portel, se retrouveront face à Bourg-en-Bresse. Est-ce quand même il n'y a pas un risque que Monaco ne voit pas la finale ? Ah oui, ce sera chaud déjà. Déjà, le Monaco-Bourg-en-Bresse, ce sera un tout autre niveau. Et ça peut déjà passer à la trappe à ce niveau-là. Mais, donc on aurait Asvel-Paris de l'autre côté. Ça peut être intéressant parce que l'Asvel joue mieux sur cette fin de saison. Donc vraiment, il n'y a aucune certitude comme quoi Monaco sera champion de France cette saison. Et c'est une très très belle saison de Betclic Elite avec Paris qui a explosé d'un coup. L'Asvel qui est toujours là, qui veut défendre on va dire toute son histoire. Bourg-en-Bresse finaliste de l'Eurocup également, emmené par Zach Rizaché, potentiellement le meilleur jeune de cette saison. Si on parle de Paris, record de victoires consécutives, toutes compétitions confondues. 25 victoires, avec dans cette série la victoire en Leaders Cup et en Eurocup. Vous avez parlé d'une vraie équipe avec beaucoup de talent, quand même, malgré tout, moins que Monaco, mais quand même beaucoup de talent, emmené par un entraîneur assez spécial dans sa manière de coacher, hyper intense, énormément de rotation. Est-ce qu'on a là finalement une des meilleures saisons de Betclic Elite qu'on ait pu voir? Est-ce que la Betclic Elite continue son ascension? La Betclic Elite continue son ascension, clairement, ça se voit dans des résultats en Coupe d'Europe, parce que malgré tout, Monaco a fini 3e de saison régulière,
Non, l'Euroleague la plus relevée de son histoire. Voilà, on a deux équipes finalistes en Eurocup. Non, il y a un vrai top 4 en fait sur ce championnat. Et justement, ça va faire des demi-finales absolument passionnantes. Et voilà, là, je vous dis que je suis absolument pas sûr que Monaco s'en sortira par rapport au fait que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de dissensions dans l'équipe. Donc, ouais, le championnat est top, progresse. Il y a un vrai top 4. Et moi, j'ai hâte de voir ces demi-finales. Pour être tout à fait complet au niveau de la Betclic Elite, 3 relégations cette saison, puisque l'année prochaine, nous passerons un championnat à 16 équipes. C'est donc Blois, Roanne et les Mets 92 qui passent à la trappe, qui passent en Pro B l'année prochaine. Un mot peut-être sur la saison assez compliquée de la chorale de Roanne, par exemple. Un club dont le management a fait beaucoup de débats, notamment avec le départ de Jean-Denis Choulet en cours de saison, qui avait fait un énorme, beaucoup de bruit dans la Betclic Elite. Sur Roanne en particulier, non, mais moi j'ai surtout envie de parler de Gravelines qui a réussi à s'en sortir. Ouais, alors qu'ils avaient commencé d'une façon absolument cataclysmique. J'ai pas le nombre de défaites consécutives sur le début du match. De la saison, c'est complètement dingue. Après, voilà, il y a 3 descentes. C'est vraiment dommage pour ces équipes-là, mais c'est la volonté de la Ligue et on ne peut pas aller contre la volonté de la Ligue. Et on suivra évidemment cette nouvelle saison de Betclic Elite avec beaucoup de changements l'année prochaine, mais déjà place aux playoffs qui commencent mercredi avec Paris face à Cholet. Et puis Monaco entrera en lice face au Portel jeudi soir. Merci beaucoup Ali d'avoir été avec nous pour débriefer toute cette actualité basket. Merci à vous.